Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Bonjour maître Jean-Philippe François. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous mettre un petit message dans le chat si vous nous entendez, si vous nous voyez bien? Et puis on pourra démarrer donc ce webinaire qui s'intitule Maîtriser les points clés de l'approbation des comptes annuels et consolidés ainsi que de la distribution de dividendes. Bonjour, je vois les messages dans le chat. J'imagine que vous nous entendez bien. Tout est OK de mon côté, parfait. On va pouvoir commencer. Comme vous pouvez le voir, donc vous êtes sur, une plateforme qui s'appelle Livestorm. Vous avez un onglet chat où il y a uniquement votre prénom qui apparaît, qui vous permet d'échanger, entre vous, de rebondir et cetera. Vous avez également, si vous êtes sur votre ordinateur, en bas à droite, un onglet questions qui vous permettra, de poser vos questions pour la session de Q&A à la fin. Si vous avez un problème, vous avez aussi un onglet aide, en bas de votre écran. Donc voilà. Pour les attestations de participation, donc une petite précision, il faut être, inscrit et suivre la formation. Si vous êtes à plusieurs, dans une salle à suivre, en même temps, ça ne marchera pas. Donc il faut être inscrit avec votre adresse email et voilà, avoir un taux de participation, assez élevé. Je précise juste et je vous mettrai mon adresse email dans le chat, et puis on pourra vous envoyer ça, dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà pour les aspects pratiques. Un petit mot aussi concernant l'étude DSM Avocat à la Cour. Donc DSM, c'est une étude d'avocat d'affaires indépendante et full service fondée en 2004, en fait nos 20 ans cette année, qui compte plus de 40 personnes avec une expertise reconnue dans de nombreux domaines du droit, dont le droit des sociétés. Et enfin, un petit mot concernant l'orateur. Maître Jean-Philippe François, comme vous voyez à l'écran, qui est counsel avocat à la Cour au sein de l'étude et qui a une expérience de plus de 15 ans en droit des affaires. Au cours de sa carrière, il a travaillé au sein de la direction juridique d'un conglomérat international à Paris, en tant que chargé de TD en droit financier à l'Université de Lorraine et en tant que formateur en droit des sociétés pour la Chambre des salariés au Luxembourg. Il est titulaire notamment d'un double master 2 juriste d'entreprise et stratégie juridique de l'entreprise de l'ESAM et il est auteur de plusieurs publications en droit des sociétés. Voilà, je laisse la parole à maître Jean-Philippe François. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Maxime, donc rebonjour à tous. Comme l'a dit Maxime, on va essayer de voir les comptes annuels, comptes consolidés et la notion de dividende sur les aspects droit des sociétés, à l'exclusion donc des aspects comptables et fiscaux, même s'il y aura quelques petites allusions dans les slides. Je voulais également en profiter de remercier dès à présent mon confrère Maître Viss qui m'a aidé à la préparation de ce webinaire. Désolé si vous m'entendez un petit peu tousser, j'ai encore un petit chat dans la gorge qui a du mal à partir, donc des fois j'ai la gorge un petit peu irritée. Alors, les trois notions sont des notions assez complexes, même si on pense que c'est simple, qui revêtent beaucoup de questions pratiques, théoriques, aussi des questions ouvertes. On pourrait en parler pendant des heures, c'est pas le but. Je sais qu'on a un temps limité. D'ailleurs, si je le dépasse, je pense que Maxime va me tirer un petit peu les oreilles. Le but là, c'est de faire un survol quand même rapide de la globalité et d'appuyer sur certains points un peu plus précis. Donc, on va dès à présent rentrer dans le vif du sujet. On va aborder ça en 4 points. Premier point, on va reparler de la notion de compte annuel, compte consolidé. La notion de dividende, on va parler rapidement de quelques petits points d'actualité et on va illustrer ce qu'on aura développé par des exemples pratiques. Alors, pour éviter aussi d'alourdir la présentation, on va se limiter à deux structures qui sont communément reprises au Luxembourg, la société anonyme, la société à responsabilité limitée. Donc, nous pouvons passer au slide suivant. Alors, Juste, je vois là, un excuse-moi. Ah non, c'est bon. Il y avait quelqu'un qui dans les chats qui disait qu'il y avait un problème de son, mais est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat si vous nous entendez bien? Mais je crois que c'est peut-être chez vous. OK, pour moi, son OK. D'accord, on peut ça, continuer en fait, ou ça c'est marche. Oui, juste un oui, c'est bon, c'est bon. problème Non, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Le son est OK. Ouais. Alors là, rapidement, on va voir donc la loi de 1915 sur les sociétés commerciales qui va plutôt toucher la partie consolidation, la loi du 19 décembre 2002 qui concerne plutôt la partie compte annuel, on va dire statutaire avec l'annexe, l'aspect contrôle. Bien sûr, les règlements grand-ducaux, circulaires aussi qui sont publiés par le registre de commerce et des sociétés via le LBR, le code de commerce qui est aussi une base.
une base très importante au niveau doctrine et sur des notions au niveau de la compréhension de certains points comptables, c'est la commission des normes comptables, très utile. Je vous conseille de les consulter. Et bien entendu, notre droit national est régi en grande partie aussi par des directives et des règlements communautaires. Alors, entrons déjà dans la première partie sur les comptes annuels, comptes consolidés. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, si vous voulez, les comptes annuels, souvent, les gens disent oui, bah, je connais, je sais ce que c'est. Et puis, on voit qu'il y a des fois des abus de langage, on parle de bilan, on parle, oui, les comptes, l'annexe, enfin, bon, bref. Parfois, il y a des mélanges. Donc, il est bien de faire un petit rappel. Alors là, très rapidement, on part du code de commerce qui définit qui doit tenir une comptabilité. Donc, toute entreprise. Là, je vous ai repris les textes de loi. Et qu'est-ce qu'une entreprise? Alors, une entreprise, ça va être personne physique, commerce en personne physique, les sociétés commerciales dotées de personnalité morale, groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt économique, ainsi que les sociétés en commandite spéciale. Comme vous le savez, la loi de 1915 définit certaines sociétés qui sont commerciales par la forme. On pense à la société en nom collectif, la société en commandite simple, la SA, qu'on va aborder, la société par action simplifiée, la société en commandite par action, la société à responsabilité limitée, la société à responsabilité limitée simplifiée, la société coopérative et la société européenne. Euh, Toutes ces sociétés, indépendamment de l'activité, sont considérées comme des sociétés commerciales. Donc là, c'était petit propos introductif. On passe au slide suivant. Définition des comptes annuels. Donc la loi de 2002 donne une définition et on voit que les comptes annuels sont composés de 3 documents, le bilan, le compte de profit et perte et l'annexe. Alors, le bilan est une photographie du patrimoine de l'entreprise qui est divisé en 2 parties, actif, passif. Au passif, vous allez retrouver naturellement ce qu'on appelle les capitaux propres, où on a le capital social. Certains pensaient que c'était plutôt à l'actif. Non, ça se trouve là. Tout ce qui va être provision et les dettes. Et à l'actif, c'est ce que possède l'entreprise. Donc, ça va être les immobilisations, les immeubles, les avoirs bancaires, les créances. Le compte de profit et perte, lui, regroupe 2 éléments, les produits et les charges. Et l'annexe est une partie écrite. Donc, il y a une généralité, souvent on reprend l'objet social, la méthodologie de comptables. On va reprendre aussi certains postes comptables qu'on va expliquer. Alors, pas forcément tout en détail, mais en partie. Il va y avoir aussi des événements post-clôture qu'on va pouvoir aussi indiquer. On va indiquer bien sûr les participations, s'il y a des prêts, etc., etc. Donc, c'est l'ensemble. On parle de compte annuel et le bilan n'est qu'une composante de ce compte annuel. On peut passer au slide suivant. Alors, là, je ne rentrerai pas trop dans le détail puisque je renvoie à l'expertise de mes amis fiduciaires et experts comptables. La forme et le contenu des schémas de présentation, que ce soit du bilan ou ce qu'on appelle PNL, compte profit et perte et annexe, c'est prévu par la loi et les règlements d'application pour éviter que tout à chacun fasse n'importe quoi et place les chiffres un peu à sa guise. Là, je vais m'arrêter un peu plus longtemps sur les normes comptables. On en connaît 2, IFRS, LuxGap. IFRS, c'est valeur réelle. Alors, c'est pas forcément la valeur de marché puisque c'est le principe et c'est pas forcément la valeur réelle de la société. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Parfois, il y a des plus-values latentes qui ne sont pas prises en compte. Mais en gros, vous retenez que l'IFRS, c'est la valeur marchande de la société. LuxGap, ça va être le coût d'acquisition historique. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez une SA qui va décider de créer une filiale à 100%, style une SARL, et elle injecte un capital de 100 000 euros. Le coût d'acquisition de la filiale dans les comptes de la SA va être de 100 000. Par la suite, vous avez une augmentation de capital de 50 000 euros. Donc, la valeur coût d'acquisition historique va passer à 150 000. Tant que la valeur de la société est au moins égale au coût d'acquisition historique, on n'a rien à changer. C'est-à-dire, je m'explique, vous pouvez avoir une filiale, comme dans notre exemple, qui vaut 150 000 euros. Par la suite, la société filiale, elle performe dans ses activités commerciales et elle vaut peut-être 500 000 euros, 1 million. Tant qu'elle est au-dessus des 150 000, vous ne touchez pas ce poste comptable. Par contre, si elle devait perdre de la valeur, le principe de prudence voudrait qu'on déprécie la participation
c'est fait sous la responsabilité du management. Et parfois, on ne la déprécie pas pour des raisons parce que c'est un événement qui est temporaire dans le temps, qui ne va pas se reproduire sur l'exercice suivant. Donc, on va la maintenir au coût d'acquisition historique et on va le justifier par rapport à ça. Ou parce qu'on a fait des tests et on a, par exemple, fait un schéma au niveau des orientations économiques et au développement de la société. Donc, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Vous voyez, des fois, on est obligé quand même d'aborder certains aspects comptables. On peut passer au slide suivant. Alors, quand établir les comptes annuels? Par principe, les comptes annuels ont une durée d'1 an. Alors, ça ne coïncide pas forcément avec l'année civile, puisque vous avez des sociétés qui, alors la plupart des sociétés ont un exercice qui commence du 1er janvier et clôture au 31 décembre de chaque année, mais vous avez également des sociétés, des groupes qui clôturent au 31 mars, d'autres au 30 septembre, d'autres au 30 juin, etc., etc. Il y a 2 dérogations au fait de l'annuité de l'exercice social. Alors, en cas de constitution de la nouvelle société, mais on le verra un peu plus en détail dans l'actualité et un projet de loi. À l'heure actuelle, il y a un article dans la loi de 1915 qui dit que la première AG peut se tenir dans les 18 mois de la constitution de la société. Alors, certains auteurs considèrent que on peut avoir un premier exercice social supérieur à 18 mois. D'autres disent non, 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 non. Si on s'en arrête à la lecture stricte de la loi, ça voudrait dire que seulement l'AG peut se tenir dans les 18 mois. La pratique admet que lorsqu'on est proche de la fin de l'exercice, c'est-à-dire vous constituez par exemple en décembre et vous avez un exercice social que vous voulez faire courir chaque exercice du 1er janvier au 31 décembre, on va accorder le fait que le premier exercice pourra aller, par exemple, du 20 décembre, date de constitution 2024, jusqu'au 31 décembre 2025, donc un peu plus d'1 an. Attention, ça, c'est les règles juridiques corporate. Les règles fiscales peuvent être différentes. C'est pas parce que vous avez qu'un exercice que vous n'allez pas avoir de la documentation à fournir à l'administration des contributions directes, notamment. En cas, bien sûr, de décision des actionnaires, vous pouvez décider en cours d'exercice, par exemple, de changer la date de clôture pour diverses raisons. Parce que, par exemple, vous avez été racheté par un groupe qui consolide au 31 décembre, alors que vous clôturiez au 30 septembre. Donc, je prends un exemple. Vous aviez une société qui avait un exercice qui allait du 1er décembre, du 1er décembre au 30 novembre. Vous décidez de changer l'exercice pour que maintenant il soit du 1er janvier au 31 décembre. Vous allez avoir donc, par exemple, l'exercice 2024 qui avait commencé en 2023 au 1er décembre 2023 et qui va jusqu'au 30 novembre 2024. Vous allez avoir un exercice très court qui va aller du 1er décembre jusqu'au 31 décembre 2024. Et après, vous repartez sur une année classique, 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et etc. pour 26, 27, etc. Donc, bien sûr, il y a des règles pour changer la date de clôture. On ne peut pas le faire n'importe comment, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On peut passer au slide suivant. Alors là, c'est très important, mais il va y avoir des petits tableaux illustratifs. La taille de l'entreprise va revêtir une importance capitale, que ce soit au niveau du contrôle, au niveau de l'établissement de certains rapports, au niveau également de la présentation des comptes annuels et également l'information qui va être donnée à l'actionnariat et aux tiers. La loi de 2002 va définir ce qu'on considère petite société. En réalité, c'est toujours par à contrario. Vous dépassez pas ces critères-là, donc vous êtes une petite société. Vous dépassez ces critères-là, donc vous êtes une grande société. Et 47, c'est pour les moyennes entreprises. Donc, je passe vite puisqu'on a un tableau qui l'explique par la suite. Slide suivant. Alors là, vous avez les 3 catégories de sociétés. Là, pour rappel, on est dans les comptes annuels de la société luxembourgeoise SA ou SRL, indépendamment des filiales. On se focalise que sur la société au niveau luxembourgeoise. Donc, on a petite, moyenne et grande entreprise. Chaque fois, c'est 2 des 3 critères qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut soit ne pas dépasser, soit les dépasser pour être dans l'une ou l'autre catégorie. Alors, pour les petites entreprises, comme vous voyez, il ne faut pas dépasser 4,4 millions au total bilantaire, 8,8 millions en chiffre d'affaires et 50 salariés. À défaut, on bascule
dans une moyenne entreprise. Et pour pas passer dans une grande entreprise, la moyenne entreprise donc, doit être supérieure aux 4,4, 8,8 et 50 et doit pas dépasser 20 millions au niveau du total bilantaire et 40 millions au niveau du chiffre d'affaires et 250 salariés. À défaut, vous serez considéré comme une grande entreprise. Donc, on peut passer au slide suivant. Et là, vous voyez, par exemple, sur la présentation des comptes annuels, bilan, PNL annexe, et ainsi que sur le contrôle, qu'on verra un peu plus tard, rapport de gestion, il y a une incidence. On remarque que pour une petite entreprise, la forme va être abrégée tant pour le bilan PNL que l'annexe. Le rapport de gestion va être facultatif. Le contrôle, j'en parlerai plus tard, donc on le verra par la suite pour cet aspect-là, pour éviter de faire doublon. Pour moyenne et grande entreprise, on remarque obligatoirement que vous soyez une SA ou une SRL, vous serez contrôlé par un réviseur d'entreprise agréé. Que pour la moyenne entreprise, il y a encore quelques petits aménagements possibles au niveau du PNL qui peut être abrégé et le rapport de gestion qui est un peu plus light que sur les grandes entreprises. Par contre, pour une grande entreprise, tout est full. Donc, normal pour le bilan, pareil pour le PNL, pareil pour l'annexe, rapport de gestion et contrôle, donc par le réviseur d'entreprise. On peut passer au slide suivant. Alors, question importante et pratique. Je vous ai dit qu'il faut deux. Alors, la loi par l'intermédiaire de son article 36, la loi de 2002, dit il faut dépasser ou ne pas dépasser deux des trois critères pendant deux exercices successifs. C'est-à-dire, par exemple, quand on était dans les petites entreprises, on disait c'est 4,4, 8,8 et 50 salariés. Il ne faut pas dépasser deux de ces trois critères pendant deux exercices successifs. Et à l'inverse, si on est passé en moyenne, il faut, pour repasser en petite, il faut ne plus les dépasser pendant deux exercices successifs. Bon. Donc, du coup, quid de ce qu'on considère deux exercices successifs? Est-ce que, par exemple, on est en 2024, on dépasse ces critères? On les dépasse en 2025. Donc, est-ce que je devrais être considéré comme une moyenne entreprise à partir de 2025 ou à compter de 2026? C'est-à-dire, c'est deux exercices successifs et c'est à partir du troisième qu'on va passer à l'obligation, par exemple, d'avoir un réviseur d'entreprise au niveau du contrôle, puisqu'on n'est plus une petite entreprise, on est passé une moyenne ou une grande, peu importe. Là, on a une réponse qui a été apportée sur ce débat-là par la commission des normes comptables. Donc là, bon, je vous ai mis le texte, hein, c'est l'exemple que je vous ai pris, et on a un schéma sur le slide suivant. Donc, N-1, on considère que c'est 2023, donc on ne dépassait pas les critères. 2024, c'est l'exercice N, on dépasse les critères. 2025, on dépasse encore les critères, et donc ça va être à partir de N plus 2 qu'on va passer à petite, à moyenne, ou par exemple, si on était moyenne à grande, ou petite directement à grande. Voilà. Donc, gardez à l'esprit que pareil, à l'inverse, si vous vouliez repasser dans l'autre sens, vous étiez une moyenne à petite, il faut deux exercices successifs où on ne dépasse plus les critères. Donc, ce critère de taille est très important. Je pense qu'on peut passer également au slide suivant. Alors, qui arrête les comptes et le slide qui suivra par la suite qui approuve les comptes, je vais aller assez vite, c'est l'organe de gestion. Alors, souvent, il y a des fois un amalgame, qui arrête les comptes, c'est l'actionnaire, mais c'est bon. Non, qui arrête les comptes, c'est fait sous la responsabilité du conseil d'administration, du ou des gérants ou du conseil de gérance, s'il y a un organe collégial qui est institué au niveau de la SCRL. Et ils doivent arrêter les comptes assez rapidement dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, mais on le verra par la suite. Je passe au slide suivant. Alors, qui contrôle les comptes? Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que quand on était une moyenne ou une grande entreprise, indépendamment qu'on soit une SA, une SRL, automatiquement réviseur d'entreprise agréé. D'ailleurs, c'est le principe qui est dicté par l'article 69 de la loi de 2002, qui dit, en gros, vous êtes SA, SARL, vous devez faire contrôler vos comptes par un réviseur d'entreprise agréé, mais après, il y a des dérogations quand on est une petite entreprise. Quand on est une petite entreprise, pour les SA, c'est un ou plusieurs commissaires aux comptes, par principe, il y en aura un seul. Pour les SARL, rien, sauf si vous avez plus de 60 associés, là, il faudra un ou plusieurs commissaires aux comptes. Alors, personnellement, dans ma pratique, j'ai jamais vu, pour l'instant, une société à responsabilité limitée avec plus de 60 associés, mais potentiellement, ça existe.
Donc, je suis preneur si vous avez un exemple. Donc, pour résumer, SA, petite société, commissaire aux comptes, moyenne et grande, réviseur d'entreprise agréé. SARL, pas de commissaire aux comptes, sauf si j'ai plus de 60 associés dans une petite, petite taille. Et si je suis moyenne ou grande taille, là, je passe par le réviseur d'entreprise agréé, comme pour la SA. On peut passer au slide suivant. Donc là, c'est ce que je vous ai rappelé rapidement au niveau du contrôle. Et on dit que est supprimé, le commissaire aux comptes va être supprimé lorsqu'on fait contrôler ses comptes par un réviseur d'entreprise agréé. Alors, ce qu'on peut dire également, on peut toujours aussi faire ce qu'on appelle un audit contractuel. Parfois, dans des groupes de sociétés, il y a des holdings qui vont être considérés comme des petites entreprises. Ils vont nécessiter pour des besoins au niveau du financement bancaire, etc., ou pour des besoins internes, d'avoir un audit contractuel qui va être différent de l'audit légal. C'est-à-dire, la loi ne vous l'impose pas, mais vous allez vous soumettre à un réviseur d'entreprise agréé, alors qui va faire soit un audit quasiment similaire à un audit légal ou des fois un petit peu plus light. Voilà, ça c'était le petit point pratique, en sachant que tout ce que je vous ai dit, ça s'applique jamais aux sociétés cotées. C'est ce que je vous ai cité à l'article 69.2 de la loi de 2002 pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Là, on vise des sociétés cotées, donc où l'exemption ne va pas fonctionner. On peut passer au slide suivant, qui approuve les comptes annuels. J'irai très, très, très vite. Donc, la loi a changé en 2016 par rapport à ça. Avant, on disait, on précisait l'heure, le jour de la tenue de l'AG. Maintenant, on peut juste indiquer que l'AG doit se tenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Donc, pour les SA, c'est toujours par assemblée générale, sauf quand vous avez la présence d'un associé unique. Pour les SARL, par principe, AG, obligatoire si vous avez plus de 60 associés. Et sinon, à défaut, si vous avez moins jusqu'à 60 associés, vous pouvez le faire aussi par résolution écrite. Alors, bien entendu, le conseil d'administration, le management gérant, conseil de gérance va arrêter les comptes. Vous, en tant qu'actionnaire, si vous êtes actionnaire, vous approuvez les comptes. Vous n'êtes pas obligé d'approuver les comptes dans les formes qui vous sont présentées par le management de la société. Vous pouvez avoir des objections, vous pouvez l'approuver purement et simplement. Donc voilà, chacun garde son autonomie par rapport à ça. Donc, nous pouvons poursuivre le slide suivant. Alors, là, on rentre plutôt dans les aspects pratiques et on voit qu'il y a encore parfois des écueils par rapport à ça. Alors, le premier point, il faut penser au renouvellement des organes de gestion. Je m'explique. Comme vous le savez, pour une SA, vous allez avoir un conseil d'administration, sauf en présence d'un administrateur unique, mais quand vous avez un conseil d'administration, les mandats des membres du conseil d'administration ne peuvent pas excéder 6 ans. Idem pour le commissaire aux comptes qui a été nommé dans le cadre d'une petite société, il ne peut pas excéder 6 ans. Alors, pour les SARL, on peut avoir à durée déterminée ou indéterminée. Dans la pratique, on met souvent à durée indéterminée, mais ça peut exister. Donc, pensez lorsque vous allez approuver vos comptes, que vous soyez de surcroît quand vous êtes dans une SA, mais même dans une SARL, vérifiez si les mandats ne sont pas à durée déterminée dans la SARL et pour la SA, vérifiez si les mandats ne sont pas arrivés à expiration. Parce que souvent, lorsqu'on nomme, on dit jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'an 2024, en l'an 2025, etc., etc. C'est assez rare qu'on mette une date précise jusqu'au 31/12/2024 ou au 31/12/2025. C'est plutôt comme ça permet d'avoir une plus grande latitude par rapport à ça. Pour ce qui est réviseur d'entreprise, par principe, non, on reste sur ce slide-là. Pour les réviseurs d'entreprise, par principe, ils sont nommés, puisque c'est un contrat de mission, c'est pas un organe social au sens strict du terme, ils sont nommés souvent pour 1 an. Il faut penser également, puisqu'ils doivent être, quand c'est dans le cadre d'un audit légal, ils doivent également renseignés auprès du RC. Donc, il faudra également les renouveler ou en nommer quelqu'un d'autre. La chose aussi qu'il faut penser, c'est la décharge qui doit être donnée obligatoirement par vote spécial aux membres des organes de gestion. Donc, ça va être les gérants, les administrateurs. Alors, donner ou pas donner.
vous pouvez aussi décider de ne pas donner des charges. Lorsque vous donnez une décharge, cette décharge, elle n'a pas de conséquences à l'égard des tiers. Ça ne décharge pas la responsabilité, par exemple, du conseil d'administration ou des administrateurs à l'égard des tiers. Elle n'est pas non plus, c'est pas parce que l'actionnaire va vous donner des charges qu'il n'y a plus de responsabilité qui pourrait être engagée. Elle ne fonctionne que si, par exemple, il n'y a pas eu d'omission dans les comptes annuels ou de fausses indications. Alors, il y a un article spécifique qui est le 461-7, justement, qui dit comment fonctionne la décharge. Dans la SRL, on fait aussi référence qu'on doit donner des charges, mais il n'y a pas le rappel de cet article-là. La pratique admet que on considère que c'est plutôt un principe général qui devrait également s'appliquer à la CRL. Donc, en cas d'omission ou d'indication fausse, bien sûr, la décharge ne vaudra pas au gérant qui aurait été, enfin, la décharge donnée par l'actionnariat, donc lors de l'AG, ne fonctionnera pas également. Ce qu'il faut également vérifier, sans oublier aussi, parfois, vous pouvez avoir eu des réunions de conseil d'administration ou de conseil de gérance où il y a eu un conflit d'intérêts qui a été soulevé par l'un des administrateurs ou l'un des gérants. Donc, je ne rentrerai pas dans le conflit d'intérêts parce que là aussi, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais rappelez-vous que si vous avez eu ça, vous voyez ça dans un board, normalement, à la première AG qui suit, on doit rendre compte avant tout autre vote sur les opérations dans lesquelles l'administrateur ou le gérant a eu un conflit d'intérêts. Donc là, je vous ai repris les articles qui font référence, que ce soit pour l'SA ou pour la SARL. On peut passer au slide suivant. Alors, maintenant, on va regarder, et ça c'est un point important, il faut faire un distinguo. Là, on va distinguer quand on est en présence de perte, si on est une SA ou une SARL, et en présence d'un bénéfice. Alors, quand on a un bénéfice dans la SA et la SARL, la première chose que vous devez penser, est-ce que je dois affecter un montant du bénéfice net à l'exercice de l'exercice à la réserve légale, en sachant que la loi dit c'est 5% dans un montant maximal de 10% du capital social. Vous pouvez aller au-delà, mais pensez toujours à dire est-ce que ma réserve légale est déjà à hauteur de 10%. Deuxièmement, pensez également à voir si vos statuts ne vous obligent pas à créer ou à constituer une réserve statutaire. Il est toujours important pour que ça, lorsque vous allez tenir une AG ou un board, de toujours vérifier aussi les modalités qui sont prévues dans vos statuts. Après, pensez également, ça souvent vous le voyez aussi avec votre expert comptable qui va vous préparer également vos déclarations fiscales, le cas échéant, si on peut bénéficier par exemple, une exemption de l'impôt sur la fortune. Et dans ce cas, il faudra prévoir, le cas échéant, la constitution d'une réserve quinquennale indisponible. Je m'explique. Aujourd'hui, sous certaines conditions, vous avez la possibilité de réduire votre IF de 10 000 euros. C'est-à-dire que de les payer, on dit, bah voilà, si vous respectez certaines conditions, vous n'allez pas payer ces 10 000 euros d'IF. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, décider d'affecter à une réserve quinquennale, donc pendant 5 ans, indisponible, le quintuple du montant de la réduction d'IF sollicitée, c'est-à-dire dans mon exemple 50 000 euros. Donc l'IF, comme vous le savez, est calculé par rapport à une valeur unitaire au 1er janvier de chaque exercice sur base des comptes au 31/12. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en 2024, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'IF de 10 000 euros, lorsque vous allez approuver vos comptes 2023 en 2024, vous devez créer, ou en tous les cas avant le 31/12/2024, une réserve de 50 000 euros que vous ne pourrez débloquer que dans 5 ans. Et ça permet d'avoir cette réduction. À défaut, si vous la touchez avant, par principe, vous devrez payer l'IF. Et je ne rentre pas plus dans les détails, mais pensez juste à ça. Pensez, est-ce que je dois affecter un montant à ma réserve légale? Mais on aura des exemples concrets. 2, est-ce que mes statuts m'imposent une réserve statutaire spécifique? Et 3, est-ce que je peux bénéficier, par exemple, d'une ristourne avec l'IF du 8, paragraphe A? On peut passer au slide suivant. Présence d'une perte, alors il y a un article spécifique qui était l'ancien article 100 de la loi de 1915, avec la nouvelle numérotation qui est devenue l'article 482, qui ne s'applique qu'au SA. Alors, c'est quoi? Comme vous le savez déjà,
pour des sociétés, normalement, les sociétés sont là pour faire des profits. Par contre, il n'est pas rare, et notamment au Luxembourg, quand vous avez des holdings de groupe qui ne réalisent pas d'activité commerciale au sens strict du terme, vont avoir des pertes parce qu'il y a les coûts de fonctionnement, mais elles ont des gros actifs, tant qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes, elles ne vont pas créer de profit. Mais c'est pas une catastrophe en soi d'avoir des pertes. Par contre, il y a une règle spécifique pour les SA. On dit que suite à des pertes, donc cumulées, si l'actif net devient soit inférieur à moitié du capital social ou au quart de ce dernier, normalement, dans les 2 mois où les pertes sont constatées ou auraient dû l'être, l'actionnariat doit se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société. Donc, c'est pour éviter de creuser trop un trou dans la SA. Alors, là, la loi, elle dit pas, je dois me prononcer, moi, actionnaire, sur la continuation de la société. Non, je dois me prononcer sur la dissolution éventuelle de la société. Pour cela, un rapport spécial doit être fait par le conseil d'administration qui va dire pourquoi on est dans cette situation-là, qui va préconiser certaines mesures pour redresser la barre, sauf s'il recommande, par exemple, la dissolution de la société. À défaut, s'il n'y a pas de ce rapport-là, il y a nullité de la décision prise par l'Assemblée, sauf si l'ensemble des actionnaires ont renoncé de façon unanime, donc, à ce rapport. Alors, il y a des questions pratiques. Quand on maîtrise l'actionnariat, bon, ça pose pas trop de problèmes. On va faire ce rapport, on va faire un waiver sur le dit rapport, mais parfois, on ne maîtrise pas les actionnaires. Certains vont peut-être vouloir ne pas continuer la société. Donc, comme vous le savez, une dissolution d'une société et la mise en liquidation se fait par devant notaire. Alors, est-ce qu'il faut convoquer devant un notaire? Dans certains cas, il est peut-être préférable, puisque s'ils prennent la décision, il faudra repasser devant un notaire. Est-ce que l'AG est dans l'obligation, si elle décide de ne pas dissoudre la société et donc, à contrario, de la continuer, de prendre des mesures spécifiques au niveau de la trésorerie? Elle peut, mais ce n'est pas une obligation légale. Et la question, c'est est-ce qu'on doit réitérer chaque année la procédure? C'est-à-dire, on a un actif net qui est réduit à moitié du capital social, l'exercice 2024, idem l'exercice 2025, 2026, etc. Pour certains auteurs, comme mon confrère Steichen, lui part du principe que non, tant qu'on est à moitié du capital social et qu'on l'a déjà dit une fois, ça serait bis repetita, pas besoin. D'autres, et il dit par contre, le jour où on va passer au quart, là oui, il faudra réitérer. La pratique quand même majoritaire, je pense, c'est bien de le répéter. Déjà, ça ne mange pas de pain. Et deux, ça permet aussi de donner une information plus complète à l'actionnaire en disant attention, en 2024, vous étiez déjà prononcé là-dessus, mais regardez, en 2025, c'est la même situation. Donc, merci de confirmer si vous voulez dissoudre ou pas la société. On peut, je pense, passer au slide suivant. Alors, là, on arrive sur les comptes consolidés. Donc, on a vu les comptes annuels, on ne prend que l'image de la société luxembourgeoise. Et le meilleur exemple qu'on va prendre par rapport à la consolidation, c'est l'exemple de la holding d'un groupe international qui est implanté au Luxembourg. La holding va souvent être considérée comme une petite société, sauf dans des cas spécifiques, puisqu'elle ne va pas générer de chiffre d'affaires. Elle ne va pas avoir 50 salariés. Elle va juste souvent avoir le total bilantaire qui dépasse. Donc, elle ne dépasse pas 2 des 3 critères, petite société. Mais par principe, une société, et c'est là où les gens se trompent, dire non, je ne suis pas obligé de consolider. Non, le principe, c'est si j'ai des filiales que je détiens à 100%, on fait l'exemple concret, que j'en détienne une ou deux, le principe, je dois consolider. Et après, je vais regarder, d'après la loi de 1915, puisque là, on rebascule sur la loi de 1915, les articles 1711, 1 et suivants, si je peux bénéficier d'une exemption ou pas. Donc là, je vous ai mis rapidement la définition. Donc, il y a deux théories différentes, mais je ne vais pas rentrer dans les débats philosophiques. Je pense que ce n'est pas l'intérêt ici. Mais grosso modo, c'est pour donner une vision globale d'un groupe et pour éviter également qu'on ait une vision individualisée d'une chaîne de détention. Donc, meilleure information aux actionnaires, également aux tiers. Alors, par contre, faire des comptes consolidés, ça coûte quand même un peu plus cher. Et là, par exemple, vous êtes obligé d'avoir un réviseur d'entreprise agréé. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Alors, au Luxembourg, c'est uniquement les sociétés de capitaux.
Alors, le principe, c'est ce que je vous ai dit. Une SA et une SRL doit obligatoirement établir des comptes consolidés, un rapport de gestion de consolidé dès qu'elle a des filiales, qu'elle détient majoritairement, donc majorité des droits de vote. Quand elle a la majorité, elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes de gestion, ou qu'elle contrôle seule via, par exemple, un accord, on pense à un pacte d'actionnaires, les droits de vote de la filiale. Mais grosso modo, si vous avez une filiale à 90%, 100%, vous ne posez pas de questions, le principe, je dois consolider. Ah, bon, la consolidation, comme je vous ai dit, on peut passer au slide suivant, à un coût. Donc, il va y avoir différentes exemptions. Et comme je vous ai dit également, le but, c'est d'avoir une vue pour les tiers, pour l'actionnariat global d'un groupe. Bon, première exemption, c'est une question de taille. Et comme vous voyez, là, on va retomber plus ou moins dans les mêmes critères que les grandes sociétés au niveau local. Alors, exactement le même principe. Il faut dépasser 2 des 3 critères pendant 2 exercices successifs. Donc, pardon. Là, on voit, pour être considéré comme un grand groupe, c'est plus de 20 millions au niveau total bilantaire, plus de 40 millions au niveau du chiffre d'affaires et plus de 250 employés à plein temps. Ici, ça s'applique toujours pas, cette dérogation, enfin cette exemption quand vous êtes une société cotée. Et là, et également, je vous ai mis un petit warning pour les sociétés holding bancaires ou assurantielles. Il faut prendre au niveau pas de l'entité mère luxembourgeoise, il faut additionner total bilantaire de l'ensemble des filiales. On est d'accord. Donc, si vous dépassez pas ces critères, vous êtes un petit groupe et vous pouvez demander de bénéficier de l'exemption et donc vous ne serez pas obligé de consolider. Bon. On peut passer au slide suivant. Alors, là, il est un petit peu, excusez-moi, il y en a un petit peu plus, j'en ai mis un peu plus, une grosse tartine. Les 2 exemptions qui vont suivre sont quasiment similaires. Comme je vous ai dit, le but, c'est d'avoir une vision globale sur un groupe. Alors, je prends un exemple. Vous avez A qui détient B, C, D, E, F, G, H, G, etc., etc. Et vous êtes la luxembourgeoise qui est au niveau de F. Donc, vous détenez en dessous d'autres sociétés, etc. Mais vous êtes consolidé à un niveau soit directement avant, soit directement au niveau de A. Et là, on va vous dire, bah voilà, j'ai une vision globale à un niveau supérieur, donc ça ne sert à rien que je consolide à chaque marche. On va prendre l'escalier dans son ensemble et on prend la top co, donc qui va être la société A qui consolide. Pour cela, on fait une distinction si la mère ultime ou la mère directe est basée dans l'UE ou hors UE, et après si elle détient 100% ou 90%. Mais là, on va faire simple. Grosso modo, si vous êtes consolidé à un niveau supérieur, il faut premièrement que, bien sûr, la mère ultime vous consolide, ainsi que l'ensemble des filiales que vous deviez consolider. 2, une mention spécifique doit être indiquée dans l'annexe de vos comptes annuels normaux, on va dire statutaires, avec la dénomination plus le siège social de la mère qui vous consolide. Et 3, la maman doit donc établir des comptes consolidés, un rapport de gestion consolidé et se faire contrôler conformément aux dispositions applicables de l'État membre dont elle relève. Si par exemple votre maman ultime est également au Luxembourg, ça sera les réviseurs d'entreprise agréés. Et le dernier point, vous devez déposer à l'appui de vos comptes annuels les comptes consolidés, le rapport de gestion consolidé, ainsi que le rapport de la personne contrôlant les 10 comptes consolidés de votre maman ultime auprès du RC, et une publication se fera par voie de mention auprès du RESA. Donc, je répète, si vous êtes consolidé à un niveau supérieur, vous allez pouvoir dire, moi, je ne veux pas consolider, d'accord, mais votre maman ultime doit vous consolider, vous, plus vos filiales. Vous devez faire une mention dans votre annexe et vous devrez déposer également les comptes consolidés, le rapport de gestion consolidé et le rapport de la personne qui contrôle ces comptes. Vous avez la même exemption, on peut passer au slide suivant. Lorsque la société mère ne relève pas d'un État membre de l'UE, donc il y a les mêmes prescriptions, c'est-à-dire on doit avoir une note dans l'annexe de vos comptes, vous devrez déposer les comptes consolidés, le rapport de gestion consolidé, plus le rapport de la personne qui contrôle les comptes. Pareil, la société mère doit également consolider la Luxco plus les filiales que la Luxco aurait dû consolider.
et il faut que ça soit des normes, on va dire, similaires ou en tout cas proches de celles du Luxembourg. Par exemple, si c'est aux États-Unis, ça posera pas de problème. On a des groupes luxembourgeois qui sont détenus par des groupes américains qui sont des sociétés cotées et donc ils vont consolider l'ensemble des entités luxembourgeoises et donc du coup on va déposer à l'appui des comptes de la mer luxembourgeoise des comptes de la mer ultime américaine. Après, je rentre pas dans le détail parce que là, c'est un peu plus compliqué. Il y a des exemptions au niveau de filiales. Il y a certaines filiales qu'on va pas prendre en compte parce que on va pas avoir d'informations. Par exemple, il y aurait des délais injustifiés en cas de guerre. Je pense le conflit ukrainien parce que il y a aucun intérêt de les mettre parce qu'elles sont elles n'ont pas d'intérêt ou d'incidence, etc., etc. Donc là, c'est assez rare en pratique mais souvent ceux qui vont préparer la consolidation vont pouvoir vous questionner là-dessus. On peut passer au slide suivant. Alors, là, on retombe sur un peu la même problématique qu'on avait posée tout à l'heure. Bah, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la loi, puisqu'on vous dit, voilà, je prends un exemple tout bête. J'ai une société luxembourgeoise que je viens de créer et je viens de la créer par rapport de différentes filiales. Donc, je détiens une dizaine de filiales. Bon. Si on voit la loi de 1915, qui est exactement la même chose dans la loi de 2002, on dit qu'il faut dépasser 2 des 3 critères, total bilan terre, chiffre d'affaires ou nombre de salariés, pendant 2 exercices successifs, puisque la loi de 1915 renvoie à l'article 36 qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, en principe, on dira, bah non, premier exercice, je dépasse pas 2 des 3 critères pendant 2 exercices successifs, puisque c'est mon premier exercice comptable. Ah, donc du coup, je ne serais pas obligé de le faire. Ou est-ce qu'on considère que je vais les dépasser et je devrais le faire dès le premier exercice? Là, on peut se rapprocher de la position de la commission des normes comptables, et là, on peut passer au slide suivant, puisque c'est un peu plus clair que de lire. Si on considère que je vais dépasser les critères dès l'exercice N, donc par principe, il est préférable directement de faire de la consolidation, puisqu'on sait qu'il y a de forts risques, de fortes chances, je ne sais pas comment on se place, si on est auditeur ou si on est l'entreprise, que je vais devoir consolider aussi pour l'exercice suivant. Donc le principe de prudence voudrait que je consolide dès le premier exercice. Donc là, vous avez le schéma qui explique. On peut passer au slide suivant. Alors, maintenant, on arrive sur les aspects aussi techniques. Quand approuver les comptes et quand les publier? Les comptes annuels doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Donc là, je vous ai repris les textes de loi, que ce soit pour les SA, SARL. Compte consolidé, alors on le fait par analogie, il n'y a pas une ligne, ça se fait plutôt par lecture, on va dire, combinée de plusieurs textes, mais les comptes consolidés, exactement la même chose dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Donc, si on prend l'exemple d'une clôture au 31/12, vous avez jusqu'au 30/06 de l'année N+1 pour approuver vos comptes. Alors, là, je vous ai mis un petit schéma, mais on va le revoir après. Attendez, je reviens quand même 2 secondes. Non, c'est bon. Ah, voilà. Je voulais quand même vous juste le slide avant, pardon. J'ai oublié un point important et qui est repris après, mais je préfère quand même vous le dire tout de suite. Donc, vous devez approuver les comptes dans les 6 mois et vous devez les déposer dans le mois subséquent de leur approbation. Alors, la loi vous dit des dépôts dans le mois de leur approbation ou plus tard dans le 7e mois après la clôture de l'exercice. Donc, les gens disent, ah bah, si je clôture au 31 décembre, j'ai jusqu'au 31 juillet. Non, ça dépend quand vous approuvez vos comptes. La règle, c'est j'approuve mes comptes et j'ai un mois pour les déposer. Donc, si j'approuve mes comptes, par exemple, le 30 avril, je devrais obligatoirement les déposer au plus tard le 30 mai. Là, on passe à un schéma que j'ai repris du RC, que vous retrouverez par la suite. Donc, je vais aller assez vite sur les 2 slides là qui suivent. C'est les obligations en matière de publicité du rapport de gestion. Vous avez le même slide, donc le slide suivant, qui est en matière de publicité du rapport de contrôle, mais vous avez un tableau que j'ai repris. Parce qu'il faut faire une distinction entre ce que vous devez faire, ce
ce que vous devez déposer et ce que vous devez rendre public. Alors, a priori, je pense que le temps, je vais essayer d'accélérer un petit peu. On me dit que le temps, je déborde un petit peu. Donc, ce schéma-là est important pour que vous compreniez. Vous avez des documents en tant que déposant, en tant que société que vous allez devoir déposer et certains autres documents que vous allez rendre publics. Je prends l'exemple des comptes annuels. Le bilan, compte profit et perte annexe, plus proposition d'affectation des résultats, toujours à déposer. Mais après, est-ce que je vais les rendre publics ou pas? Est-ce qu'ils vont être consultables par les tiers? Ça dépend. Par principe, le bilan, c'est oui. Pour le compte profit et perte, c'est oui, sauf pour les petites entreprises, on n'est pas obligé de le rendre public. L'annexe, c'est toujours oui. L'affectation des résultats, c'est toujours oui. D'accord? Le rapport de gestion, vous voyez, on a le même schéma. Je vais devoir le déposer en tant que déposant, mais pas l'obligation, sauf si j'en fais pas parce que je suis une petite entreprise. On verra qu'il y a des règles qui permettent de ne pas faire de rapport de gestion. Rapport de contrôle, donc ça veut dire le commissaire aux comptes ou le réviseur, toujours déposé, sauf pour les petites entreprises. Alors là, pour les petites entreprises, on ne visera que le rapport du CAC. On n'est pas obligé de le rendre public. Donc, soyez prudents entre ce que vous devez déposer, vous, en tant que déposant société, et ce que vous devez rendre public. Par principe, il y a le PNL qu'on ne rend pas public pour les petites entreprises. Le rapport de gestion, si vous en avez fait un, alors que vous n'êtes pas obligé de le faire pour les petites entreprises, vous pouvez ne pas le rendre public. Et idem pour le rapport de contrôle du commissaire aux comptes quand vous êtes dans une petite entreprise. J'avance très, 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 très rapidement. Ça, on peut passer. Il y a d'autres aussi points. Slide suivant, s'il te plaît, Maxime. Sur les comptes annuels, vous devez aussi mettre le nom, par exemple pour les SA, des administrateurs, des commissaires aux comptes, etc., etc. Et bien sûr, il y a tous les rapports, notamment quand vous êtes dans la consolidation, mais aussi dans les comptes annuels, il y a le rapport de gestion que vous allez devoir déposer, etc., etc. Bon, mais passons. Ça, c'est du détail. Il faudra se référer à la loi. Maintenant, on peut passer au slide suivant. Là, je vous ai repris aussi les autres documents qui doivent être déposés. Donc, rapport consolidé pour les comptes consolidés, le rapport des réviseurs d'entreprise. Et bien sûr, alors pas pour la consolidation, mais pour les comptes annuels, il faut penser aussi à la proposition et à l'affectation du résultat. Souvent, les gens l'oublient. Donc là, je vois que je suis vraiment un petit peu à la bourre. Donc, on va passer directement au point 2, parce que j'aimerais bien quand même qu'on puisse voir les cas pratiques. Donc, c'est les dividendes dans les SARL. Alors, le slide suivant, je donne une petite définition. Comme vous le savez, quand vous êtes une société, le but, quand vous la créez ou que vous rentrez dans le capital d'une société, c'est pour quand même en tirer un profit, des fruits. Donc, le dividende, déjà, il n'a aucune périodicité ou fixité comme un loyer. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis actionnaire que chaque année, je vais me prendre 1 000 euros de dividende. Non, parce que ça dépend d'une décision de l'Assemblée générale qui peut décider de distribuer ou pas, de reporter en avant, d'utiliser peut-être la trésorerie pour faire d'autres choses. Cette notion est aussi à distinguer du bénéfice. On verra sur les exemples que le bénéfice n'est pas forcément le montant distribuable. Et une fois que la décision est prise de l'Assemblée générale de distribuer un dividende, on crée une créance qui est certaine et liquide, mais pas exigible. Je m'explique. Une créance, elle revêt trois points: certaine, liquide et exigible. Elle devient exigible lorsqu'elle va être payée, souvent sous disposition contraire des statuts ou volonté contraire au niveau de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale va décider de mettre en distribution et va déléguer le pouvoir de paiement en fonction de la trésorerie de la société au conseil d'administration. Donc, vous pouvez avoir, ou le conseil de gérance, vous pouvez avoir donc un delta au niveau timing entre la date à laquelle vous avez décidé de distribuer et le paiement effectif. N'oubliez pas que lorsque vous faites, et on va voir les 3 types de dividendes, lorsque vous faites une distribution de dividendes, vous êtes dans l'obligation de faire une déclaration de retenue à la source, indépendamment que vous êtes peut-être dans une filiale ou dans une mère qui va recevoir un dividende exonéré et qui va elle-même redistribuer un dividende exonéré en raison du régime mère-fille ou du privilège d'affiliation. Donc, indépendamment que même vous n'avez pas de retenue à la source à faire,
vous êtes obligé de le faire. Il faut le faire dans les 8 jours de la mise en distribution. À défaut, s'il n'y a pas de date de mise en distribution prévue, on considère que c'est le lendemain de la prise de décision. Désolé si c'est un peu rapide, on peut passer peut-être au slide suivant. Donc, 3 types de dividendes. Là, je vais aller assez vite. Le dividende ordinaire qu'on va décider, mais on va le matérialiser lors des exemples. Alors, qui est de la compétence de l'Assemblée générale lorsqu'elle approuve les comptes annuels. Le montant distribuable est défini par l'article 461, par exemple, -2. Donc, bien sûr, mais on le verra dans les exemples. En gros, on prend le bénéfice de l'exercice en cours, moins ou plus les résultats reportés, ça dépend s'ils sont positifs ou négatifs, moins les réserves qu'on doit affecter, réserves légales et ou réserves statutaires, et plus les réserves disponibles, par exemple la prime d'émission qui peut être considérée comme une réserve disponible. On le verra dans un exemple, ne vous inquiétez pas pour ça. On peut passer à l'exemple suivant. Donc, le dividende ordinaire, vous retenez que c'est lorsque on approuve les comptes annuels. On parle alors de dividende extraordinaire. C'est quoi? Le dividende extraordinaire, en gros, imaginez aujourd'hui, j'approuve mes comptes 31/12/2023, je suis une SA, et j'avais la possibilité de distribuer un dividende par action global de, je sais pas, 200 000 euros. Bon. Et puis, je décide de distribuer que 100 000 euros. Techniquement parlant, j'ai là encore la possibilité de distribuer les 100 000 euros restants, alors en une ou plusieurs fois. Donc, on va dire que c'est des dividendes extraordinaires. C'est un peu comme quand vous avez sur votre compte bancaire 100 euros, vous pouvez tout dépenser, vous pouvez ne pas dépenser, vous pouvez décider de dépenser 10 euros, puis après encore 20 euros, 30 euros, jusqu'à concurrence de 100. Donc là, l'Assemblée générale va décider de distribuer ce qu'elle n'a pas distribué au préalable, donc c'est des résultats reportés. Alors, c'est pas prévu textuellement, c'est admis par la pratique et la doctrine, pour éviter de distribuer quelque chose qui a peut-être fondu comme neige au soleil, parce qu'entre en ce moment on est mai, et si vous faites une distribution de dividendes extraordinaires au mois d'octobre, peut-être que vous allez générer des pertes qui vont totalement bouffer vos résultats reportés. Donc, par prudence, il est toujours mieux d'avoir une situation comptable assez proche et qui ne date pas de 2 mois avant la date de décision prise par l'actionnaire. Que ce soit dans le dividende extraordinaire ou dans le dividende ordinaire, c'est de la compétence de l'Assemblée générale et il va y avoir une affectation des résultats par rapport aux dividendes qui vont être décidés, à la différence de ce qu'on va voir dans le slide suivant, qui est l'acompte sur dividende. L'acompte sur dividende, alors là, oui, bon, c'est encore le slide sur le dividende extraordinaire. Je vous ai remis la compétence et je vous ai remis en pratique qu'on devait établir une situation comptable intermédiaire. C'est pas une obligation, c'est fortement recommandé. Donc, on peut directement basculer sur le slide suivant, le 3e type de dividende, l'acompte sur dividende. Alors, je vais essayer d'être simple et concis. L'acompte sur dividende, c'est comme une facture. Aujourd'hui, vous achetez un meuble pour 5 000 euros. Vous allez peut-être avoir un acompte de 500 euros, un deuxième acompte de 500 euros. Voilà. Et votre facture, elle est toujours de 5 000 euros. Mais le jour où vous allez payer votre facture, on va vous faire une facture de 5 000. On va vous dire, mais vous avez déjà payé 2 acomptes de 500 et de 500. Donc, vous n'aurez plus que 4 000. Je m'explique. Au cours d'un exercice, peut-être que l'actionnariat a besoin ou a le souhait de recevoir un dividende. Le conseil d'administration ou le conseil de gérance, les gérants peuvent décider, si les statuts le permettent, donc toujours vérifier que ça figure dans les statuts, de verser une avance sur dividende. Donc là, il va y avoir certaines conditions à réaliser. Il faudra une situation comptable de moins de 2 mois de la prise de décision du conseil d'administration ou du conseil de gérance démontrant qu'on peut faire cette distribution. Donc, on a des profits ou des résultats cumulés suffisants ou des réserves. 2, c'est de la compétence exclusive de l'organe de gestion. 3, si vous avez un commissaire aux comptes, respectivement un réviseur d'entreprise, il doit vérifier que les conditions sont respectées. Petit aspect pratique, dans des holdings, il arrive qu'on fasse souvent des acomptes sur dividendes. On n'est pas limité, on peut en faire plusieurs dans l'année. Donc, on fait une photographie à un instant T, on constate qu'on peut distribuer et on distribue. N'essayez pas de tout distribuer, gardez un petit peu de réserve, sauf si vous avez fait des projections, puisque souvent dans les holdings,
comme je vous l'ai dit, vous allez générer des profits parce que vous avez peut-être reçu des fonds, des dividendes de vos filiales, et vous avez des coûts de fonctionnement. Et le but, c'est pour éviter d'être dans une situation où lorsqu'on va arriver à l'AG après, donc là, ça serait l'AG de 2025 qui approuve les comptes 2024 si vous avez fait des acomptes sur dividendes au cours de cet exercice-là, de dire mince, on a peut-être trop distribué. Alors pas de panique, si vous avez respecté les règles, on dit que c'est une avance sur dividendes futurs, mais il est mieux de laisser une petite réserve pour être tranquille. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai décidé de faire un acompte sur dividendes sur mes résultats 2024 qui sont pas encore clôturés, de 500 000 euros. Lorsque je vais approuver mes comptes au 31/12/2024, donc en 2025, comme je vous ai dit, il n'y a que l'Assemblée générale, les actionnaires, qui font une affectation de résultats. Quand on fait un acompte sur dividende, on n'a pas d'affectation de résultats. Donc, lorsque l'AG va approuver les comptes, elle va décider la mise en distribution d'un dividende affecté de telle ou telle façon, d'accord, en prenant sur le résultat de l'exercice, plus telle réserve, etc. Et elle va constater qu'une partie ou l'intégralité a été payée via le ou les acomptes sur dividendes qui ont été décidés au cours de l'exercice en question, donc 2024. Je prends mon exemple. J'ai un dividende en 2025, quand j'approuve mes comptes 2025 de 1 million. Je constate que j'ai 500 000 qui ont déjà été payés via un acompte sur dividende. Donc, il ne me restera plus que 500 000 à payer. Voilà. Je pense que j'espère avoir été clair là-dessus. Alors là, on peut passer au slide suivant. Là, c'est ce que je vous ai déjà dit. La petite phrase qui est soulignée, donc c'est la reprise de l'article. Donc, quand on la lit stricto sensu, on pourrait penser que si on est dans le cadre du premier exercice social, une société nouvellement créée, on ne pourrait pas faire d'acompte sur dividende. La doctrine et la pratique l'admettent. Donc, pensez toujours que si vous avez un CAC et un réviseur, comme je vous l'ai dit, de faire vérifier ces conditions sont bien remplies. À défaut, vous seriez en porte-à-faux avec la loi. On peut passer au slide suivant. Donc là, je vous l'ai déjà dit. J'ai mis une petite note plus bas qui dit quid de l'intervention d'un réviseur ou en cas d'audit contractuel. Bon, là, c'est la genèse et la sémantique des phrases qui sont reprises, qui sont pas totalement identiques entre la SA et la SARL. Certains considèrent, si c'est contractuel, c'est pas du légal, donc pas besoin de faire contrôler ça par l'auditeur. D'autres disent, non, la loi dit s'il y en a un pour la SARL, par exemple, donc, alors que la formule n'est pas la même pour la SA, il faudrait. Donc, il y a débat. Par principe, poser la question à l'auditeur, ça évitera tout problème par la suite. Donc, je pense qu'on peut avancer sur le slide suivant. Donc là, je vous ai remis les conséquences et les actions de la compte sur des dividendes. Donc, c'est que sur un résultat provisoire. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est mieux de laisser un petit profit complémentaire pour la fin de l'exercice. Je vous prends un exemple tout bête. Vous êtes au 30 octobre, vous avez peut-être un résultat positif de 100 000 euros. Et peut-être qu'au 31 décembre, ce résultat positif n'est plus que de 80 000 euros parce que vous avez eu des factures, vous avez eu des frais, etc. Ou peut-être même une perte. Donc, c'est bien de savoir, d'avoir un estimatif pour éviter potentiellement, même si théoriquement vous pouvez le faire, de distribuer le maxi du maxi pour garder peut-être quelque chose en réserve. Donc, je pense qu'on peut passer au stade suivant. Là, j'irai très vite. Il faut faire une distinction. Le fait de ne pas déposer les comptes ou de ne pas les approuver peut avoir des sanctions. Alors, il y a des sanctions administratives au niveau du RC. Le fait de déposer en retard ses comptes annuels entraîne des majorations au niveau des frais. Donc, jusqu'au 7e mois, pas de problème. À partir du 8e mois, c'est 50 euros de plus. Après le 8e mois jusqu'au 11e mois, c'est 250 euros de plus, hors taxe. Et à partir du 12e mois, donc dans notre exemple, ça serait le mois de décembre, c'est 500 euros de plus. N'oubliez pas que ça, c'est des sanctions purement administratives. Vous devez toujours vous rappeler que j'approuve mes comptes dans le mois, je dépose mes comptes dans le mois de leur approbation. Je les ai approuvés en février, il ne faut pas que j'attende juillet pour les déposer parce que là, je me mettrai en bridge avec la loi. Alors, le fait de ne pas approuver ces comptes, de ne pas les déposer, mais surtout de ne pas les approuver, peut être vu
à l'égard il peut y avoir des sanctions assez drastiques au niveau de la société. Ça peut être vu comme une violation grave de la loi sur société commerciale et la loi 2002, qui peut entraîner, en théorie, la dissolution judiciaire de requête du parquet prononcée par le tribunal d'instruction siégeant en matière commerciale, la liquidation judiciaire de la société. Et toute régularisation intervenue postérieurement au délai fixé par la loi ne dégage pas en principe de la possibilité offerte au ministère d'engager une procédure de liquidation judiciaire. Alors dans la pratique, il laisse quand même un petit délai pour régulariser, mais de plus en plus, les taux se resserrent. À une époque, c'était assez flexible, ça devient moins en moins. Donc, il est très important pour éviter tout risque au niveau de la société d'approuver et de déposer vos comptes dans les délais. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Au niveau de l'organe de gestion, bien sûr, le fait de ne pas présenter les comptes ou de ne pas les déposer lorsqu'ils ont été approuvés, vous pouvez avoir des sanctions pénales spécifiques. Par exemple, une amende de prison de 500 à 25 000 euros pour la non-présentation des comptes ou le non-dépôt aux publications. Sanctions pénales aussi qui peut être d'1 mois ou de 2 ans de prison plus et ou une amende de 5 000 à 25 000 le fait de présenter, par exemple, de faire une distribution de dividendes en l'absence d'une situation comptable intérimaire, etc., etc., ou de présenter des comptes qu'on sait, que ce soit annuel ou consolidé, faux. Deux, vous avez les sanctions pénales classiques, je pense abus de biens sociaux, etc. Après, vous avez aussi des sanctions civiles, responsabilité civile. On parlera de faute de régularité ou faute de gestion. Faute de gestion, puisque vous êtes un mandataire social, donc dans tout le mandat, si vous le faites pas bien, vous pouvez engager votre responsabilité. Et la faute de régularité, je voulais repréciser. Bon, après, il y a d'autres sanctions qui sont indirectes. Par exemple, avec la réforme de la loi de 2002, on voit qu'en cas de nouvelle demande suite au changement du dirigeant porteur de l'autorisation d'établissement, le ministère de l'économie, la direction générale des classes moyennes, va vérifier que la société est à jour au niveau du dépôt de ses comptes. Après, vous pouvez aussi, slide suivant, là je vous ai mis un exemple pratique d'un courrier que le RC peut adresser, ce qu'il ne faisait pas dans le passé. Là, ils ont constaté qu'une société n'avait pas déposé ses comptes depuis 3 ans. Elle dit, en gros, je te laisse un petit délai pour rectifier le tir. Si tu rectifies pas le tir et que ton dossier n'est pas à jour, moi, je vais transmettre au parquet avec les conséquences qu'on a vues tout à l'heure. Après, on peut passer au slide suivant. Ça va avoir une incidence, par exemple, potentielle juridique. Par exemple, vous avez besoin d'un financement et la banque va demander une legal opinion faite, une capacity par exemple, faite par un avocat. Et l'avocat va constater que dans l'avis juridique qu'il va émettre, que vous n'avez pas déposé les comptes ou vous les avez déposés en retard. Donc, il va mettre une qualification par rapport à ça. On peut passer au slide suivant. Bon, vous avez une procédure qui a été introduite, une procédure de radiation d'office et les sociétés qui n'ont fait aucun dépôt depuis 10 ans. Vous avez une nouvelle procédure qui peut prêter à discussion sur certains aspects, mais je ne rentrerai pas, mais il faut le savoir, de procédure de dissolution administrative sans liquidation, qui est à l'initiative du procureur et qui va être diligentée par le gestionnaire du RC, qui va concerner les sociétés qui n'ont pas d'actifs, qui n'ont pas de salariés, et donc c'est pour accélérer un peu la dissolution administrative d'une société sans liquidation. Alors, c'est une loi assez récente qui date vous voyez, d'octobre 2022. Je ne rentre pas plus dans les débats. Si vous avez des questions, on peut en reparler, mais il faut savoir que ça existe. Je vous ai mis un petit exemple et j'aimerais bien passer sur les aspects actualités par la suite. Là, c'est un exemple d'une mention pour un dépôt de compte consolidé quand on bénéficie d'une exemption. Là, on est dans le cas d'une société qui était basée à l'étranger, qui consolidait la société luxembourgeoise qui elle-même aurait dû consolider. Donc, on a déposé les comptes consolidés, le rapport de gestion consolidé ainsi que le rapport de la personne qui contrôle les comptes consolidés auprès du RC avec cette petite mention, en sachant que par principe, pour des comptes statutaires, la mention est générée automatiquement, informatiquement par le RC. Alors, l'actualité, là, je vais aller assez vite. Je vous ai cité 2 projets de loi. Ouais, encore le slide suivant, encore, voilà. Merci Maxime.
projet de loi de juillet dernier qui concerne une réforme globale au niveau de la comptabilité qui va. Alors, je vais assez vite. Pour l'instant, le dernier avis qui a été donné, c'est par l'Ordre des avocats le 24 avril dernier, qui a été publié hier. Vous voyez, c'est assez récent. Le but, c'est d'avoir une loi comptable unique. C'est faire, excusez-moi, une approche par liste, parce qu'à l'heure actuelle, on dit plus, on part d'une grande entreprise et on dit, ouais, mais il y a l'exception de ci, de ça, etc. Donc là, on va dire, vous êtes une petite entreprise, ça se passe comme ça, vous êtes une moyenne, ça se passe comme ça. Il y a une volonté aussi de supprimer le commissaire aux comptes. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, le commissaire aux comptes, il n'y a aucune qualification professionnelle. Ça peut être votre grand-mère, votre grand-père. L'apparition aussi d'une nouvelle notion de micro-entreprise avec des seuils qui devraient être augmentés par rapport au deuxième projet de loi qui sont une transposition de directive. Initialement, c'était 350 000 euros au niveau total bilantaire, 700 000 au niveau du chiffre d'affaires et 10 salariés. On va augmenter à 700 000 total bilantaire et a priori 900 000 au niveau du CA. Bon, je ne rentre pas plus. Il va y avoir aussi une réforme peut-être assez importante au niveau de ce qu'on appelle les holdings de grandes entreprises. Donc, c'est les holdings qui sont considérés à l'heure actuelle comme des petites entreprises, mais qui ont un total bilantaire supérieur à 500 millions. Et on va dire, bah, pour celles-là, comme quand même ça a une capacité assez importante, vous devrez faire auditer par un réviseur d'entreprise agréé. Vous allez avoir aussi une transposition de certaines pratiques et surtout de certaines recommandations la commission des normes comptables. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi la volonté de permettre un premier exercice comptable de 18 mois lors de la création. Comme ça, bah, on n'aura plus le débat sur le fameux article que je vous avais cité. Et donc, ça, c'est pour le premier projet qui parle aussi d'autres choses. Hein. Donc, mais je ne vais pas rentrer aussi dans le débat, mais à suivre parce que ceci aura une importance. On peut passer, je pense, au slide suivant. Là, c'est le deuxième projet de loi que je vous parlais, qui est plus récent puisqu'il date de 2024, qui est la directive CSDR, donc qui est l'augmentation des seuils. Alors là, c'est une source de la commission des normes comptables. Vous voyez, bon, l'introduction des micro-entreprises, mais nous, on va s'intéresser là plutôt aux petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises. Vous voyez, là, vous avez pour les petites entreprises, vous avez les seuils actuels, 4, 4, 8, 8, 50. Les nouveaux seuils vont être de 5 millions, 10 millions et 50. Et on peut les augmenter jusqu'à 7 millions 5, 15 millions. Pareil pour les moyennes entreprises, on voit qu'on passe de 20 à 25 et de 40 à 50 millions. Et pour les grandes entreprises, également, on a augmenté les seuils, on passe de 20 millions à 25 et de 40 à 50 millions. Par contre, le nombre de salariés n'a pas bougé. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Là, c'est exactement la même chose, sauf que ça concerne la consolidation. On voit aussi, comme pour les grandes entreprises qu'on avait vu tout à l'heure, on passe de 20 à 25 millions pour le total bilantaire et de 40 à 50 millions pour le chiffre d'affaires. Et là, vous avez donc les nouveaux seuils. Au niveau des salariés, vous voyez que ça ne change pas. Toujours la même source, la commission des normes comptables. Donc, gardez à l'esprit ces deux projets. L'un, c'est plutôt pour les seuils. Alors, il y avait deux transpositions de directives. L'un pour les seuils, l'autre sur un aspect de fiscalité que je ne rentrerai pas dans les détails. Et l'autre sur une réforme un peu plus globale avec la suppression du CAC, avec la création de micro-entreprises, avec également la notion de grande holding et la volonté de se faire auditer. Donc voilà, j'ai été très 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 lent, je pense, mais je veux quand même faire des cas pratiques puisque ça c'est important. Alors, il n'y en a pas beaucoup, ça va aller très vite. Je vous ai mis un exemple de cas pratique d'approbation de compte annuel au 31/12/2023 d'une SA. Si vous voyez là, vous avez un résultat de 550 000. Alors là, vous faites pour savoir si je dois mettre en réserve. Là, vous n'avez qu'une réserve légale de 1500. Donc, par principe, je devrais prendre 5% de mes bénéfices nets. Le bénéfice net, ce n'est pas les 550 000. Il ne faut pas vous tromper. Pourquoi? C'est un peu comme si vous avez deux comptes bancaires. Vous en avez un, vous avez 300 € dessus. L'autre, vous avez 100 € dessus.
bah, avant de dire je claque mes 300, bah non, vous apurez votre découvert, donc vous avez un solde que de 200 000. Donc les 550, on va déjà prendre, on va apurer les 300 000, d'accord? Donc on a un solde de 250 000. Donc 250 000, on calcule 5%, donc on a 12 500, donc on est au-dessus des 1600 qu'on doit rajouter, donc on rajoutera que 1600, hein. On peut rajouter plus, mais on rajoutera 1600, donc on a mis tout en réserve, la réserve est bien à 10%, et le solde, donc, sera soit distribuable, soit peut être reporté en avant, soit une partie distribuable, soit une partie mise aussi en réserve. Voilà. On peut passer au cas pratique numéro 2. Alors là, on est dans une SARL. Là, alors vous voyez sur là où vous avez les moins de 100 000, en réalité, les moins de 100 000 ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, peut-être pas. Les moins de 100 000, c'est un acompte sur dividende. L'acompte sur dividende, en réalité, c'est un acompte que vous avez distribué au cours de l'exercice. Donc, vous avez un résultat de 220 000, vous avez des résultats d'1,5 million. Donc déjà, on va dire, bah voilà, sur les 220 000, je dois prendre 5% pour ma réserve légale qui n'est que de 1 000 euros. Donc 220 000, 5% de 220 000, ça fait 11 000. Donc on va prendre que 1 000 euros. On va la mettre à 2 000 euros puisque j'ai un capital de 20 000. Donc OK, bingo pour ma réserve. Et on va calculer combien je peux distribuer. Techniquement, c'est quoi? Donc 220 000 moins les 1 000 euros que j'ai mis en réserve. On a une prime d'émission de 1 million et de par les statuts, elle est disponible. Donc, on rajoute les 1 million. Et donc, on va dire, bah, je vais distribuer un dividende, alors soit de 200 000, et on constatera qu'il est payé via la compte sur dividende, et on dit, bah, j'affecte 200 000 du résultat de l'exercice, parce qu'il faut bien que j'appure ces 200 000 là, ou je peux décider de distribuer plus. Par exemple, je peux dire, je distribue 1,5 million, donc je vais prendre 200 000, 200, on était à 219 000, 219 000 des résultats de l'exercice, plus et le solde, je prendrai sur le résultat reporté. Donc, je vais effacer après, par la suite, la compte sur dividende va être effacée. Et donc, j'aurai pas de résultat de l'exercice puisqu'il sera reporté en avant, mais il sera à zéro. Et là, on aura diminué les résultats reportés. Donc, en gros, là, vous devez déjà, premièrement, commencer par vérifier si vous devez mettre une réserve légale. OK, je dois mettre 1 000 euros dans ma réserve légale. Une fois que j'ai ça, je décide de distribuer un dividende qui doit être au moins égal à 200 000 puisque j'avais un acompte sur dividende, ou je peux distribuer plus. Si je distribue un dividende de 200 000, bah, je veux dire, je le prends, par exemple, de mon résultat de l'exercice. Donc, sur mon résultat d'exercice, il restera que 19 000 que je vais peut-être reporter en avant. Et donc, du coup, je constate que mon dividende de 200 000 a été déjà intégralement payé via la compte sur dividende qui a été, je sais pas, décidé le 30 octobre 2023. On passe au dernier exemple, enfin l'avant-dernier exemple. Alors là, c'est pour l'article 480-2. Comme je vous l'ai dit, ça ne s'applique que pour les SA et pas pour les SRL. On regarde si, suite à des pertes, l'actif net est devenu inférieur à moitié du capital social ou du quart. Là, on voit que j'ai des pertes reportées de 15 000 et j'ai des pertes de l'exercice de 20 000. Donc, j'ai 35 000 de pertes. Les capitaux propres sont de 30 000, donc ils sont bien inférieurs à moitié du capital social. Donc, je tombe sous l'égide de l'article 482. Donc, je dois me prononcer sur la dissolution éventuelle avec un rapport spécifique du conseil d'administration, sauf prononciation unanime des actionnaires. Et donc, à partir de là, le ou les actionnaires doivent se prononcer sur la dissolution éventuelle ou pas de la société. Donc, vous voyez, si par contre j'avais le même schéma dans la SCRL, je n'aurais pas cette obligation-là. Et on passe au dernier exemple. Alors, là, le dernier exemple, c'est situation comptable intérimaire. Donc, là, on voit que
j'ai des résultats reportés négatifs, j'ai une réserve légale à 1500 alors que j'ai un capital de 31 000 euros et j'ai des résultats de l'exercice de 550 000. Le but, c'est ici de dire quel est le montant global que je peux distribuer. Alors, en tant qu'acompte sur dividende, d'accord? Donc, c'est simple, je fais 550 000 moins 300 000 puisque c'est les pertes reportées. Donc, j'ai des bénéfices cumulés de 250 000 euros. Sur les 250 000 euros, je dois affecter au moins 5%, jusqu'à concurrence de 10% du capital social, à la réserve légale. Donc là, 5%, ça fait 12 500, mais on va les limiter à 1600. Donc, j'ai un montant distribuable de quoi? De 250 000, moins les 1600 que je n'alloue pas, hein, mais que je retranche, puisque l'affectation ne se fera que par l'actionnaire lors de l'approbation des comptes, mais je dois le retrancher parce que c'est quelque chose qui devra être affecté, moins 1600 euros. Et comme dans l'exemple précédent, la réserve, la prime d'émission est une réserve disponible, distribuable. Donc, et je rajoute 1 million. Donc, techniquement parlant, sur cet exemple-là, j'ai 1 248 400 euros techniquement distribuables. Alors là, on regarde que le passif. C'est comptablement, qu'est-ce que je peux distribuer? Je peux distribuer jusqu'à concurrence d'1 248 000 euros et 400 euros. Par contre, vous voyez, vous n'avez qu'un avoir bancaire de 200 000 euros. Alors, vous pouvez décider et dire, la mise en paiement s'effectuera dans les 3 mois sur décision du conseil d'administration, parce que le conseil d'administration va peut-être recevoir un dividende d'une filiale, va peut-être vendre une partie de son actif. Et il faut faire toujours un distinguo. C'est pas parce que vous avez des sous que forcément vous pouvez distribuer. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de sous que vous ne pouvez pas prendre une décision de distribuer. Souvent, les deux sont intimement corrélés, mais pas forcément. Donc, comptablement, ici, d'un point de vue purement juridique et comptable, on peut distribuer, indépendamment qu'on n'a peut-être pas encore la trésorerie suffisante, puisque la mise en paiement s'effectuera plus tard. Donc, pardon, je pense que j'ai terminé. J'ai été très, très long, mais bon, je suis désolé. Mais et encore, on n'a pas tout vu parce qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans les détails. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris certaines choses. N'oubliez pas de respecter, surtout, je reviens sur 3 points essentiels. 1, respecter les délais d'approbation des comptes pour éviter des sanctions au niveau du management, éviter aussi des sanctions au niveau de la société. 2, pensez que quand vous approuvez vos comptes, pensez à vérifier si les mandats ne sont pas expirés, des administrateurs, du commissaire aux comptes, s'il faut aussi renouveler le mandat du réviseur d'entreprise, ce qui sera souvent le cas. Pensez toujours à votre réserve légale. Est-ce que j'ai besoin d'affecter à ma réserve légale ou pas? Si j'ai des réserves statutaires. Et n'oubliez surtout pas, si vous pouvez bénéficier d'une réduction de l'IF, posez la question à celles et ceux qui vous préparent vos déclarations fiscales et ou vos comptes annuels. Faites en bonne intelligence, posez la question. Et après, c'est l'actionnariat qui décidera par rapport à ça. Voilà. Merci Jean-Philippe. Alors il y a plusieurs questions, je sais pas, on va peut-être pas toutes les traiter. La première de Céline qui nous dit bonjour, lorsqu'il y a des pertes reportées des années antérieures et qu'on fait cette année un bénéfice, faut-il affecter 5% du résultat de l'année à la réserve légale? Dans le Alors cas où là, les on a répondu à la ne question sont par pas rapport au atteints. schéma. Alors, le problème, c'est que c'est vrai que c'est virtuel. D'habitude, je mets ça plutôt sur des tableaux et je demande aux gens de me dire est-ce que je dois mettre quel montant, etc. Non. Le principe, c'est le vase communicant comme pour un compte bancaire, comme je vous l'ai dit. Vous avez 2 comptes bancaires. J'en ai un qui est positif, l'autre qui est déficitaire. Avant de pouvoir dire j'affecte à la réserve légale, je vais regarder mes résultats reportés déficitaires s'ils sont supérieurs à mon bénéfice. C'est-à-dire, je viens d'un point de vue conceptuel, les apurer. Je prends un exemple. J'ai moins 300 000 de résultats reportés négatifs. J'ai un résultat de l'exercice que j'approuve de 200 000. En réalité, j'ai toujours moins 100 000 de résultat cumulé. OK? À l'inverse, si j'avais moins 300 000 et 400 000 de résultats, enfin, moins 300 000 de résultats reportés et 400 000 de résultats de l'exercice en cours, j'ai un bénéfice réel de 100 000. Et sur les 100 000, on va prendre 5%. Donc, si vos résultats reportés sont supérieurs aux résultats de l'exercice en cours, non, pas besoin d'affectation à la réserve légale. Une autre question
de Stéphanie. Bonjour et merci pour cette présentation complète. Question que bon nombre de personnes se posent. Pourrions-nous disposer de la présentation après ce webinaire d'avance? Merci. Alors ça, c'est toi qui vas répondre, Maxime. Alors pour les slides, juste, on peut vous les circuler. Ça, On y a peut. pas de problème. Alors, moi, je vois une question. Est-ce que la prime d'émission est toujours distribuée, même si ce n'est pas spécifiquement repris dans les statuts de la société? Alors, question pertinente. La prime d'émission, il faut repartir sur la jeunesse. Qu'est-ce que c'est? On la voit même en présence d'un associé unique. Initialement, c'était pour pas léser les anciens actionnaires par rapport à des nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une valeur résiduelle d'une action qui vaut 1 euro. J'ai un capital de 100 000 et j'ai une augmentation de 100 000. Donc, ça veut dire que je double le capital. Et souscription par un nouvel entrant. Donc, en gros, le gars va rentrer dans la boîte à hauteur de 50%. Mais la boîte, elle vaut peut-être pas 100 000, elle vaut peut-être 1 million. Donc, on dit, attends, OK, tu vas mettre 100 000, mais c'est 100 000 valeurs nominales des actions. Et à côté, tu vas verser une prime d'émission de 1, 2, 3. Là, ça va être, c'est 900, ça va être 400, si je ne me trompe pas, oui, parce qu'il n'a que la moitié, pour éviter de léser les autres. Alors, mais on le voit également au niveau lorsqu'on a un associé unique. La prime d'émission, par principe, il est mieux quand même de l'indiquer dans les statuts pour éviter tout doute, qu'elle est à la libre disposition de la société ou des actionnaires et librement distribuable. Mais par principe, sauf disposition contraire des statuts, on considère, notamment mon confrère Maître Station considère, d'ailleurs il y a une belle chronique là-dessus, que la prime d'émission, on peut en faire un peu ce qu'on en veut, sauf disposition contraire des statuts. Alors, pour répondre à votre question, c'est mieux que ça soit dans les statuts qu'on dise qu'on peut faire ce qu'on veut avec la prime d'émission. Si c'est pas mis par principe, vous pourriez la distribuer. Et deux, à l'inverse, vous pouvez aussi prévoir dans vos statuts que la prime d'émission ne peut ni être distribuée, ne peut être remboursée que sur certaines conditions, avec un accord unanime, avec un acte notarié, etc. Parfois, surtout quand la détention se fait par une société qui est basée à l'étranger, je pense en France ou en Allemagne, donc l'actionnariat est à l'étranger. Pour des raisons fiscales, le traitement de la prime d'émission n'est pas vu de la même façon dans les pays étrangers. Donc parfois, ils n'aiment pas trop qu'on touche à la prime d'émission. Et attention, remboursement d'une prime d'émission d'un point de vue corporate n'est pas forcément la même chose d'un point de vue fiscal. Je m'explique. Votre acte va bien dire que c'est un remboursement, mais le fisc va considérer que ça peut être une distribution de dividendes si vous êtes en présence de earning. Donc, à voir toujours avec votre fiscaliste entre le traitement fiscal et le traitement juridique et ou comptable. Les trois sont souvent liés, mais souvent n'ont pas la même problématique. Il est bien de travailler main dans la main. Les gens ne sont pas des ennemis. Donc, il faut travailler avec le fiscaliste, il faut travailler avec le comptable et il faut travailler aussi avec l'avocat. Voilà, il y a d'autres questions, mais bon, on a déjà débordé niveau timing et on va pas pouvoir répondre à tout le monde. En tout cas, un grand merci pour votre participation et bah, du coup, on vous souhaite une belle après-midi et, Merci à puis vous. voilà. À bientôt. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. À bientôt.